Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Cigarillos et Calva, votre nouveau rendez-vous bimensuel consacré à la littérature et à la politique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le livre Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, écrit par Frédéric Beigbeder et publié cette année chez Albin Michel. J'ai aimé acheter ce livre, entre deux trains, car le titre de l'ouvrage peut laisser penser que nous avons affaire à un essai un peu réactionnaire ou un peu droitard. En effet, admettre en couverture être à la fois hétérosexuel et légèrement dépassé, ça sonne comme une double réticence à épouser les modes de l'époque, et notamment la mode littéraire et politique qui consiste, en France en tout cas, à dénigrer l'hétéronormisme et à pointer du doigt les hommes blancs qui n'accueillent pas la déconstruction et la fluidité de genre avec enthousiasme. Ensuite, la quatrième de couverture est plutôt honnête, je cite. J'ai toujours voulu être transgressif sans savoir que j'étais conformiste. Passez votre chemin si vous cherchez ici autre chose qu'un homme qui tente de se comprendre. Fin de citation. Le livre se lit vite et bien, hormis le dernier chapitre sur les relations hommes-femmes qui est laborieux, répétitif et beaucoup plus auto-justificateur que juste. D'ailleurs, si l'on peut être attendri par la démarche de l'auteur au début, l'auto-justification et les généralisations boiteuses qui en découlent nous font plutôt pencher du côté de la consternation au final. Car malheureusement, contrairement à l'annonce faite par l'auteur en quatrième de couverture, il ne s'agit pas ici d'essayer de se comprendre, mais plutôt de chercher à se justifier sans jamais se remettre en cause réellement, c'est-à-dire en acte. On en reste au vœu pieux, et d'ailleurs à des considérations assez plates pour un homme de 57 ans. Du genre, je reformule vite fait, l'armée c'est plus sain que les filles faciles, ou encore la religion c'est plus agréable à l'âme qu'un bordel. Bon. L'armée et la religion catholique sont, en effet, les deux grandes structures qui vont éviter à Frédéric Beigbeder de sombrer, voire de mourir, et même s'il leur rend un hommage dans ces pages, ce qui rend d'ailleurs la lecture de l'ouvrage assez agréable, exception faite du dernier chapitre, l'auteur les renie radicalement dans les faits. L'armée et la religion sont présentées comme salvatrices, voilà pour le discours. Mais dans les faits et les actes, c'est-à-dire dans la seule chose qui compte réellement, ces deux institutions sont abandonnées et reniées après un simple stage qui sont consommés puis jetés comme de simples produits, sans respect dans les actes, pour le temps investi par les religieux et les militaires, utilisés par Frédéric Beigbeder comme de simples prestataires de services. Et c'est là tout le drame de ce livre, qui montre au lecteur ce qui a aidé l'auteur à aller mieux, la religion catholique et l'armée, mais qui ne présente aucune morale autre que « ces deux trucs-là, c'est bien, mais en fait, je préfère faire autre chose ». Ainsi, Frédéric Beigbeder compte sur la religion et sur l'armée pour perdurer assez longtemps, au moins jusqu'à la prochaine fois où il aura besoin de s'en servir comme distributeur de bien-être, mais il ne fait rien pour la défense de ces institutions cadres de la nation française. Bien au contraire, dans les faits, Frédéric Beigbeder prend le parti de sa caste, quand, par exemple, il confie à l'Obs avant la présidentielle 2022 qu'il va voter écologiste, tout en disant regretter, je cite, « que Zemmour soit obsédé par l'islam, au point d'ignorer un réchauffement climatique plus préoccupant que quelques islamistes forcenés. » Fin de citation. Cette tirade contre les quelques islamistes forcenés, balayée d'un revers de main par l'auteur qui a plus peur du soleil que de se faire tuer au nom d'Allah, est assez étonnante d'ailleurs, car le danger islamiste est mentionné plusieurs fois par Beigbeder, notamment lorsqu'il évoque sa dernière retraite spirituelle. Je cite « J'attends l'attaque de Daesh. Suis-je paranoïaque ? J'espère me tromper, mais cette congrégation me semble une cible idéale pour des fanatiques qui voudraient se faire un coup de publicité. Liquider des moines est encore plus facile que de taguer ma baraque. Décidément, mon passage au Bataclan semble avoir laissé des traces dans mon cerveau. Je vois des terroristes partout, même dans un petit village des Corbières. À Tibirine, leurs collègues trappistes ont été découpés en rondelles. Le moine est une cible facile, dénué de mitraillettes, sans peur et sans défense. Le film de Xavier Beauvois sur leur martyr culminait avec la séquence du lac des Cygnes. Le spectateur pleurait les innocents crucifiés en écoutant Tchaïkovski. Je n'ose aborder la question avec les frères, de peur de les rendre aussi pleutres que moi. Fin de citation. Voilà un passage intéressant. Mais tout d'abord, une petite anecdote. Le film dont parle Frédéric Beigbeder s'intitule « Des hommes et des dieux ».
et il relate l'assassinat de moines français par des musulmans algériens en 1996. Donc ce film passait près de chez moi dans une commune particulièrement touchée par l'immigration. Pourtant, dans la salle de cinéma, nous n'étions que des Français de souche. Oui, nous n'étions qu'entre blancs. Dans cette ville, Hérouville-Saint-Clair, pourtant souvent présentée comme la ville aux 77 nationalités, aucun habitant non blanc n'a jugé intéressant d'aller voir un film sobre et émouvant sur ce morceau dramatique et injuste de notre histoire récente. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir ajouté à ce film une morale multiculturelle assez surréaliste. Enfin bref, revenons-en à cet extrait du livre de Frédéric Beigbeder. On le voit, l'auteur fait le lien entre ce qui s'est déjà produit en Algérie à cause de l'islam en 1996 et ce qui s'est produit le 13 novembre 2015 à cause de l'islam à Paris, 500 blessés, dont 100 blessés graves et 130 morts. D'ailleurs, parmi les terroristes du 13 novembre 2015, l'État islamique avait réussi à en faire passer plusieurs parce qu'il est convenu d'appeler la route des migrants, dont Abdelhamid Abaoud, qui était dans le collimateur des services de renseignement, mais qui réussit à passer de Syrie en Europe en se mêlant aux réfugiés. Abdelhamid Abaoud était connu pour ses meurtres atroces perpétrés en Syrie, et il a pu tranquillement mitrailler des Parisiens installés en terrasse grâce au laxisme migratoire des pays d'Europe de l'Ouest. Pour rappel, les Verts, pour lesquels Frédéric Beigbeder déclare voter, souhaitent maintenir, voire amplifier la dite route des migrants, comme les Verts l'ont d'ailleurs rappelé le 30 août dernier lors de la réception de Marine Tondelier par Emmanuel Macron. On a encore ici un exemple éclatant de l'écart, difficilement imaginable, entre ce qu'écrit l'auteur et ce qu'il fait. Être traumatisé par des attentats commis grâce aux filières de l'immigration, mais militer pour un parti immigrationniste, belle performance. Autre passage instructif de cet extrait du livre de Beigbeder, le fait que lui-même et les moines soient désarmés, les condamne à attendre l'attaque, puis à se faire supplicier par le premier islamiste armé venu. Cette crainte de pouvoir se faire assassiner à n'importe quel moment par manque de moyens de riposte, on la voit plutôt dans le livre lorsque l'auteur explique être traumatisé par le braquage d'un établissement dans lequel il se trouvait. Je cite « Depuis, je suis devenu légèrement paranoïaque, car je ne possède pas d'armes chez moi. » Fin de citation. Cela ne l'empêche pourtant pas, plus loin dans son livre, d'être contre la détention d'armes par des particuliers, prétendant, comme tous les anti-armes de sa caste, qu'on ne peut pas armer tout le monde, que ce serait trop dangereux d'armer des gens instables, comme si la détention d'armes n'était pas encadrée ou qu'il était impossible qu'elle le soit. Je vous cite cet extrait ahurissant de platitude et d'inexactitude. Heureusement qu'on ne laisse pas des irresponsables dans mon genre se promener dans la rue avec des armes pareilles. La France est un pays sécurisé, quoi qu'on en dise, par rapport au Texas. Fin de citation. Si je voulais taquiner Frédéric Beigbeder, je pourrais lui rappeler qu'en France, la seule fusillade perpétrée par un militant politique hors islamisme est celle d'un militant du Parti écologiste. En effet, en plein conseil municipal de Nanterre, le 27 mars 2002, Richard Durne, ancien socialiste passé chez les Verts, tire sur les élus un par un. Il aura le temps d'en blesser une vingtaine, dont une quinzaine de blessés graves, et d'en tuer 8, avant d'être maîtrisé à main nue. Combien de vies auraient été épargnées si les élus ou des membres du public dans lequel se trouvait Richard Durne avaient été armés? Beaucoup moins, bien évidemment. Et puisque Frédéric Beigbeder fait un comparatif entre le Texas et la France, je lui conseille de se renseigner sur la tuerie évitée dans une église de White Settlement le 29 décembre 2019. Ce jour-là, en effet, un homme ouvre le feu dans une église, prêt à faire un carnage. Mais des paroissiens sont armés et descendent le malfrat qui n'a eu le temps de ne tuer qu'une seule personne. C'est exactement comme ça que cela aurait pu se passer au Bataclan, mais les Français n'ont pas le droit de détenir des armes, conformément aux recommandations de Frédéric Beigbeder. La réponse que Frédéric Beigbeder apporte à la menace terroriste, à la menace d'égorgement et à la menace de lynchage qui pèse sur les Français, notamment sur les femmes et les enfants, c'est de ne pouvoir être défendu par aucun témoin, ceux-ci étant désarmés. Mais que les victimes se rassurent. Un jour, un écrivain souhaitant se donner un petit frisson réac et vieille France publiera un essai dans lequel il dira que le film relatant leur drame lui tira une larme. L'ironie du sort, c'est que Frédéric Beigbeder est assez lucide sur la situation de notre pays. C'est bien pour cela que, lorsque rien ne va à l'endroit dans sa vie, il se tourne vers le catholicisme et vers l'armée.
Il est également lucide sur les aberrations idéologiques du camp de la tolérance, notamment lorsqu'il écrit que le mot patriarcat l'a toujours fait sourire, je cite. « Quel patriarcat ? Ma génération ne sait pas ce que c'est. Les papas sont tous partis de chez eux. » Fin de citation. Et nous ne gâchons pas notre plaisir quand il dénonce les poseurs qui jouent les victimes par souci de rentabilité, à l'instar de l'improbable prix Nobel de littérature Annie Ernaux. Il est également amusant quand, enfermé dans un monastère, il dénonce la dictature du fil d'actualité. Ô Christ, prends pitié des Français qui errent sans but à l'extérieur de cette enceinte sainte, qu'ils finissent par retrouver la voie de la sagesse au lieu de scroller des poufiasses. Fin de citation. Mais cette supplique, dans les faits, il ne se l'applique pas, puisqu'il admet juste après, je cite à nouveau, « À présent que je suis de nouveau noyé dans le tumulte au fond de mon maelstrom contemporain, de nouveau étourdi et cerné, je me souviens que quelque part en Languedoc, des hommes en robe blanche continuent chaque jour de chanter sous une nef gothique les mêmes hymnes immatériels pour les siècles des siècles. Pensez à ces hommes agenouillés m'aide à tenir debout. » Et blablabla, et blablabla. Là encore, toute la justesse des analyses de l'auteur se fracasse sur son comportement radicalement opposé aux solutions qu'il trouve pourtant. Frédéric Beigbeder assume sa vie de décadent en se rattachant, quand ça va trop mal, au fait que la vraie France existe encore et peut le sauver. Mais combien de temps cette vraie France existera-t-elle encore si personne ne la fait vivre ailleurs que dans quelques considérations intempestives et vote contre elle à chaque élection ? En parlant de considérations intempestives, Frédéric Beigbeder est à deux doigts de franchir la ligne du politiquement correct tracée par le tribunal de Nuremberg le 1er octobre 1946, lorsqu'il écrit ceci, page 84. Quand Anne Berest, Lola Lafont ou Karine Thuil déclarent « Toute ma vie, j'ai cru que je m'en fichais d'être juive, mais en vieillissant, je m'aperçois que je me sens juive au fond et blablabla », tout le monde salue leur sincérité touchante. Et quand moi, je déclare « Toute ma vie, je croyais que je m'en fichais de mon catholicisme, mais en vieillissant, je me prosterne devant Jésus dans une chapelle gothique et blablabla », je me fais traiter de sale réac. La cathophobie est un racisme parfaitement autorisé, voire encouragé en France. Fin de citation. Ça va mieux en le disant, mais dans les faits, ça vote à l'extrême gauche antichrist et anti-armée. Je n'épiloguerai pas plus sur cette contradiction spectaculaire entre les paroles et les actes, que cela soit dans les choix électoraux ou dans les choix de vie de l'auteur de ses confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Et j'en termine avec le dernier chapitre intitulé « Un désir effrayant ». Un chapitre très mal placé, car il plombe complètement le bouquin. Un chapitre dans lequel il met ses vices sur le dos des mâles blancs, pour ne pas dire décadents bourgeois sans valeur. Un chapitre dans lequel il convoque toute la race blanche pour se dédouaner de ses propres tares. Et enfin un chapitre dans lequel il concède finalement ceci, après avoir fait l'éloge du catholicisme et de l'armée. « Aujourd'hui, je voudrais dire aux féministes les plus radicales, c'est vous qui avez raison, nous devons tout réinventer. » Mais quelle misère! Enfin, comment faire le tour d'une causerie liée aux contradictions sans mentionner cette énormité à 11 pages de la fin du livre? L'auteur explique que s'il réalisait réellement ses désirs, il serait tout le temps nu en train de se frotter sur des femmes comme un caniche, avant, seulement 9 lignes plus tard, de se déclarer amoureux de l'attente romantique et du désir platonique. Ne cherchons pas à comprendre, il n'y a rien à comprendre. On croyait avoir affaire à une espèce d'équivalent français du très bon White de Bret Easton Ellis, et on se retrouve avec une espèce de gloubi-bolga auto-justificateur dont le seul intérêt fut d'occuper quelques instants un usager de la SNCF. Voilà, c'est la fin de cette première émission. On se retrouve dans 2 semaines si vous le voulez bien, le vendredi 22 septembre à 19h, pour un Cigarillo Se Calva consacré aux salles libraires gauchistes, ce pléonasme. À très bientôt.